et vous allez tout comprendre avec lui. Ok? C'était un des gamins qui était dans l'affaire Dutroux. Jonathan. Alors bonjour à tous. Alors je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui. Oui, merci. J'ai préféré écrire parce que l'oral c'est pas trop mon fort. Après toutes ces années, oh putain, j'ai la main qui tremble. Après toutes ces années, on ne dévoilera jamais assez de ce qui peut représenter l'affaire Dutroux dans le cœur des Français. Comment peut-on encore 20 ans après venir contester la parole des enfants dans cette affaire résumée aux yeux de tous comme la plus grande mascarade des fiascos judiciaires du XXIe siècle? Je m'efforce encore aujourd'hui d'essayer de le comprendre et pourtant trop de doutes subsistent encore dans la tête des Français. Il y a pourtant certaines choses qu'on ne pourra jamais contester ni remettre en doute. Il est difficile de pouvoir se faire une raison quand on ne nous a jamais donné l'occasion de se défendre. Il est facile de s'en prendre à une victime de 10 ans, défendue par 2 avocats qui n'ont jamais pris la peine de monter au créneau, lorsqu'on se faisait démonter par les 19 avocats de la partie adverse. Il était difficile de se défendre quand nous étions écartés de la scène médiatique, eux qui n'ont jamais pris la peine de lire les 32 000 pages du dossier et qui ont préféré se focaliser sur ce que les avocats de la défense racontaient à chaque interruption d'audience. Le dossier en lui-même ne reposant pas uniquement sur nos dires, à nous les enfants, mais étant incontestablement impossible à défendre. Il a fallu improviser à la dernière minute une stratégie visant à inverser les rôles. Comment on s'est retrouvé dans le box des accusés à la place de ceux que nous accusions, mettant les accusés en spectateurs à la disposition des médias. Et nous, les enfants, nous nous retrouvions comme coupables de ce que nous dénoncions. Qui peut imaginer le contexte psychologique vécu à ce moment-là, se retrouvant à la merci de ceux qui se sont bâtis une carrière dans l'affaire Dutroux, dont excusez-moi l'expression, dont un cocaïnomane qui n'a pas eu de scrupule à auditionner une petite fille de 7 ans pendant des heures sans interruption, qui finira par se pisser dessus tellement elle n'en pouvait plus. Tous les coups étant donnés à ce moment permis, comme pour venir exterminer le travail des experts psychologues qui étaient en réalité une pièce maîtresse du dossier. Un président d'assises à côté de ses pompes qui s'est vite retrouvé débordé et dépassé par la situation. Des questions absurdes posées par les avocats de la défense qui se réjouissaient de nous assommer de questions avant même de nous laisser répondre. Qui sait aussi que nos avocats mangeaient avec les avocats de la partie adverse? Par la suite, on essaiera tout de même... Excusez-moi. Tu t'en sors? Attends, juste... Il reste une partie. Alors... Par la suite, on essaiera de même de nous faire croire que ma mère est sortie de prison en 2011. Mais comment expliquer qu'à cette période, elle m'envoyait des courriers se prétendant être en vacances, qui aujourd'hui peut jouir de tels privilèges alors qu'on est censé être incarcéré? Qui sait qu'il lui aura fallu 9 mois aux services sociaux pour interrompre les visites chez nos parents, alors que des dizaines de rapports alertaient le caractère de violence dans lequel nous vivions et des faits de viol que nous commencions à dénoncer? Ce sont ces mêmes services qui, le 22 mai 2011 au soir, la veille de mes 18 ans, me demanderont de partir sans un sou livré à moi-même. Qui sait qu'un accord avait été convenu entre les avocats de la défense et le parquet pour que le procès de Daniel le grand-fils, visant la période où il était mineur, ne soit jamais audiencé. Il aura fallu 9 ans et 4 mois et l'aide d'une association pour que la justice se réveille. La défense avait-elle des intérêts communs pour que cela ne se reproduise pas? Alors que je rappelle que l'un d'entre eux expliquait dans ses auditions qu'il violait les enfants en échange d'argent et de drogue que mon père lui donnait. Franck Clavier, un acquitté Dutroux qui a touché tout de même pas loin de 500 000 € pour avoir soi-disant fait de la prison pour rien,
et qui, quelque temps après l'affaire d'Outreau, se fera condamner à 18 mois de prison avec sursis, alors que l'une de ses filles l'accusait d'attouchement sexuel. Il est pour une troisième fois poursuivi par la justice pour des faits dénoncés par sa fille aînée d'attouchement sexuel et viol. Bizarrement, plus de nouvelles. Un autre qui a touché 2 200 000 euros. 2 200 000 euros pour avoir passé 3 ans en prison pour rien, avait expliqué à l'époque avoir violé ses enfants, mais qu'à l'époque il ne savait plus où il en était. Nous les enfants avons touché 32 000 euros, prime d'une dure réalité pour s'être fait sodomiser par ceux que le gouvernement protège. J'ai passé des années en famille d'accueil et foyer. J'ai passé des années en famille d'accueil et foyer, frappé, privé de nourriture, humilié par des punitions à la limite de la torture. Le 9 novembre sera le jour de votre jugement, celle de la sortie de mon livre. À ceux qui ont voulu enterrer l'affaire d'Outreau, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. N'oubliez jamais ce visage, Éric Dupond-Moretti, comme le premier jour de 2004 où on s'est rencontrés pour la première fois et que tu m'as ouvertement traité de menteur. Tu m'as humilié devant des centaines de milliers de Français. Te souviens-tu quand tu m'as demandé quelle était la couleur de la tapisserie de la pièce où je me faisais violer? Ou à savoir si j'avais été violé par une girafe? Sache que je ne t'ai pas oublié et qu'il va falloir maintenant assumer. C'est en 2000 que ma vie a basculé. Sans l'ombre d'un doute, j'ai accusé, on m'a humilié. J'ai à plusieurs reprises réitéré... J'ai à plusieurs reprises réitéré mes propos sans jamais faillir à mes premières auditions. Et j'ai toujours raconté les choses de la même façon. Je n'ai jamais demandé cette vie et pourtant c'est ainsi qu'on me l'a présentée. J'y repense souvent, j'ai des événements, des flashs, des souvenirs, des visages, comme la fois où mon père m'a suspendu du 5e étage et est parti en me laissant me rattacher à la vie à la force de mes bras jusqu'au moment où on est venu me récupérer. Je me demande souvent pourquoi en est-on arrivé là? Comment et pourquoi personne n'est capable de répondre à ces questions? J'ai besoin de réponses, car c'est humain de chercher à comprendre. J'ai à plusieurs reprises incité les personnes à lire mes auditions au moment des faits lorsque j'avais 5 ans pour qu'ils puissent comprendre ce qui m'est arrivé. Mais en France, il est plus facile de juger que de chercher à comprendre. Je suis aujourd'hui face à un dilemme. Au-delà de l'espoir que peuvent représenter les mots, un avis, une conviction, un choix et surtout un combat mené pour nos enfants. Chaque année, environ 150 000 enfants sont agressés ou violés en France. De quoi donner le vertige. Mais ça n'a pas l'air d'éveiller les consciences plus que ça. Quand nous poserons-nous enfin les bonnes questions? Faudra-t-il une certaine forme de légalisation de la pédocriminalité en France, même si cela est déjà un peu le cas? Un quart de la population française a déjà été confrontée à une agression sexuelle ou autre, soit 15 millions de personnes. Est-ce que cela est normal en 2020? Je dépense beaucoup d'énergie pour mener à bien cette lutte, mais au-delà des mots, j'ai besoin d'actes. Si vous êtes des milliers à descendre dans la rue pour la hausse du prix de l'essence, seriez-vous capable de descendre dans la rue pour défendre les droits des enfants? Continuerez-vous à regarder vos enfants dans les yeux comme si de rien n'était? Il serait temps de penser au monde que vous laissez derrière vous, car il arrivera un jour où il sera trop tard. On dit que l'écriture a un vrai pouvoir de guérison, et c'est aussi ce que je ressens. Comme ressentir le fait de vous faire partager ma vie, et pourtant je cherchais juste à être aimé. C'est tout ce que je demandais. C'est le devoir de chaque parent. J'aurais aimé avoir la force de leur demander pourquoi nous avoir infligé ça. Je n'ai pas demandé la vie que j'ai eue, ni demandé à être connu, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé à connaître la douleur, les cauchemars, les doutes, les cris, les pleurs. Je n'ai pas demandé à connaître les maisons d'enfants, l'aide sociale à l'enfance, les familles d'accueil, les foyers, les centres d'éducation renforcés, la rue, la psychiatrie. Je demandais juste une vie simple et rien ne pourra réparer ce que j'ai vécu. Nous avons une vie et mille et une façons de réaliser nos rêves. Je reste debout et je me bats car je n'ai pas le choix, un choix auquel on ne m'a jamais convié. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, ni ce que l'on peut ressentir. Le jugement, le mépris, le regard des autres, le fait de se sentir sale, le dégoût et le peur de tous, le fait que cela vous poursuivra toute votre vie, que vous le voulez ou non.
On me dit souvent de faire de ma vie un rêve et de mes rêves une réalité. Mais de quel rêve me parle-t-on? De quelle vie me parle-t-on? Une vie à essuyer mes larmes, à devoir me justifier constamment, à réparer les erreurs des autres, et ce poids sur mes épaules est lourd. J'essaie juste de changer un peu les choses à mon échelle. Je me sens tellement responsable de ce que peut représenter la parole des enfants aujourd'hui depuis l'affaire d'Outreau. Mais sachez que je fais de mon mieux pour que cela change. À travers tout ce que je viens de vous dire, il y a un point essentiel sur lequel on ne peut faire impasse. Nous avons un seul et même combat, les enfants. Et aujourd'hui, je voudrais mettre un point d'honneur sur le fait que nous devons tous et toutes nous battre ensemble pour ces enfants, pour nos enfants. Et on n'y arrivera pas seul, mais en unissant nos forces et nos causes. Une victoire est possible, un combat ne peut pas fonctionner sans l'autre, restons unis, et c'est de cette façon que nous les saurons. Je remercie tout le monde, vraiment, merci à tous.